Bonjour, soyez les bienvenus à cette nouvelle série de webinaires de printemps. Après les webinaires que nous avons consacrés aux tendances 2021 au mois de février, nous sommes ravis de vous retrouver pour ces 3 semaines de webinaires, puisque nous avons commencé il y a déjà une semaine avec un thème sur la premiumisation et l'onologie connectée. Hier, nous avons parlé de contrôle onologique et dès la semaine prochaine, nous conclurons ces semaines de ces webinaires de printemps en parlant de concevoir sa ligne d'embouteillage le 15 à 15 heures et nous finirons avec les méthodes de vente le 17 à 14 heures, en sachant que le webinaire qui initialement consacré aux opérations préfermentaires sera reporté à cet automne. Pour le sujet du jour, nous allons parler d'agroénologie et je vais demander à nos invités de rejoindre la salle. Je vous présenterai tout de suite après. Donc, merci d'allumer vos caméras et de me retrouver. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Du temps que je lance l'introduction, voilà, donc je commencerai cette introduction par une citation que j'ai trouvée qui reflétait parfaitement le thème de notre jour. C'est une citation de Colette. En fait, Colette, en parlant du vin, dit « Dans le règne végétal, seule la vigne rend intelligible ce qui est la véritable saveur de la terre. » J'ai trouvé ça très représentatif de notre webinaire. En effet, on sait très bien que le changement climatique et les mutations écologiques perturbent à la fois la qualité et le niveau des productions des vignes, mais on sait très bien également que ces mêmes changements impactent les caractéristiques œnologiques et organoleptiques des vins. Alors, devant ces aléas, comment un vigneron peut être sûr de ne pas subir ce que nos intervenants qualifient de sentence œnologique en termes de qualité, de fraîcheur, de couleur et beaucoup d'autres paramètres? Et puis ce même vigneron, lorsqu'il présente son vin en le qualifiant de vin de terroir et impressionne toujours le consommateur, comment peut-il être sûr de prendre en compte les besoins du dit consommateur de vin dans la conduite de sa vigne? Eh bien, c'est justement ce à quoi veut répondre le concept de l'agroœnologie. En se réunissant, agronomes et œnologues entendent démontrer qu'il existe un lien direct entre la qualité des récoltes et le profil des vins, et que la fertilisation organique joue un rôle prépondérant dans l'équilibre et la qualité des vins. Alors, puisque elle-même qualifie la fertilisation comme étant le premier geste œnologique, les sociétés Freycinet et Sofralab se sont unies pour mettre en place une étude sur le cépage Syrah à la cave coopérative de Dombriac dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est maintenant depuis plus de 6 ans que ces essais permettent d'étudier l'impact d'un programme de nutrition organique et de stimulation naturelle de la vigne sur la production et sur les aspects organoleptiques et œnologiques des vins. Alors, 2 éminents représentants que vous voyez à l'écran sont avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet et vous présenter les résultats. Eh bien, je vais vous présenter Régis Castan, donc chargé de mission authentique chez Freycinet. Bonjour Régis et sois le bienvenu. Et enfin, Céline Sparrow, directeur innovation et application œnologie au groupe Sofralab. À la réalisation de ce webinaire, vous avez l'habitude, c'est Vincent Ferrari qui opérera de main de maître, notre expert en webmastering et en stratégie web. Donc Vincent, comme d'habitude, nous le saluerons à la fin de ce petit webinaire, c'est lui qui va préparer, réaliser tout au long. Alors, pendant que Régis se lance et se prépare sur son lancement, eh bien, je vais vous présenter un petit peu l'organisation de notre webinaire pour ceux qui ne seraient pas habitués et vous parler du déroulement. Chaque expert va rester seul à l'écran pendant sa présentation, de manière à ce qu'on ait une meilleure qualité de présentation et pas de pollution visuelle ou sonore des autres intervenants. Nous enchaînerons les 2 présentations de manière à ce que vous puissiez entendre la totalité des présentations. Et ensuite, nous poserons les questions. Pour autant, vous pouvez poser les questions tout au long des interventions. Pour cela, et si vous ne connaissez pas GoToWebinar, sur l'onglet que vous avez sur votre droite, il suffit de l'ouvrir en cliquant, alors sur votre droite ou sur votre gauche, pardon, suivant la composition de votre écran. Il suffit de cliquer sur la flèche rouge en haut de manière à ce que vous ouvriez le menu et vous avez un onglet questions qu'il vous faut dérouler. Et c'est dans cette partie questions que vous pouvez poser vos questions aux intervenants. Si d'aventure, la totalité des questions ne pouvaient pas être posées à la fin de notre webinaire, c'est déjà arrivé, je vous invite à bien prendre note des coordonnées des intervenants que vous verrez tout au long des interventions sur un bandeau en bas des intervenants. Vous retrouverez leurs coordonnées, ce qui vous permettra, si vous n'avez pas pu poser vos questions, de leur adresser directement. Et puis,
Si vous souhaitez, bien sûr, diffuser, faire reconnaître à vos collaborateurs, à vos salariés, à vos collègues, bien évidemment, le contenu de ce webinaire, eh bien, je vous rappelle que nous l'enregistrons et qu'il sera disponible en streaming dès la fin du mois sur le site vignovin.com. Vous pourrez le revoir et, bien évidemment, le partager à la totalité des gens à qui vous le souhaitez. Donc, bonjour à tous, désolé pour ces petits aléas et effectivement, c'était pas l'ordre qui était prévu et Régis reviendra sur l'importance de la gestion des sols et de la nutrition de la plante a posteriori. Et donc du coup, on va démarrer par effectivement la réflexion de ce partenariat avec la société Fricité que nous avons mené ces dernières années et avec notre démarche qui s'appelle Enoteris, et qui est la vision de l'agroœnologie raisonnée par Sofralab, avec effectivement cette question qu'on s'est posée il y a quelques années, qui consiste à se demander si finalement la réponse à un problème œnologique ne se trouvait pas aussi à la vigne et pas seulement à la cave. Donc, au niveau... Oui. Voilà, donc en préambule de tout ça, on est aujourd'hui face à un contexte vigne qui a de plus en plus et de manière récurrente des accidents climatiques que sont les gelées, cette année en est un bon exemple, mais aussi les grandes sécheresses du milieu de l'été qui amènent effectivement à des situations extrêmes pour la plante et qui génèrent ce qu'on appelle ces stress abiotiques. Donc les stress abiotiques, c'est vraiment tous les stress qui peuvent être exercés sur la plante, qui vont des carences à la dessiccation, à l'impact des rayonnements UV, mais aussi gestion de la température, du manque d'eau et du vent. Tout, en fait, ces paramètres qui peuvent affecter le bon développement de la plante. Et en fait, ces accidents climatiques, qu'ils soient forte chaleur, pluie abondante au printemps ou stress hydrique, ont des conséquences donc sur les raisins rouges et donc sur les vins rouges. Sur les raisins rouges, ils vont conduire généralement à des problèmes d'hétérogénéité de maturité, à un équilibre des polyphénols qui peuvent être soit plus amers, soit déséquilibrés dans leur structure. Donc tout ceci conduit à des vins qui voilà, peuvent avoir des couleurs instables ou l'expression du fruité est diminuée. Et en fait, quand on apporte sur ce type de raisin une réponse seulement œnologique, on va aller faire ce que j'appelle de l'œnologie corrective, c'est-à-dire qu'on colle les amertumes, on masque la dureté ou on l'enrobe. Pour essayer d'améliorer cette perception du fruité, on va avoir une tendance à limiter les macérations. Et ceci se fait au détriment des formations de complexes anthocyanes et tanins qui vont générer une fragilité au niveau de la couleur. Quand on regarde ces problèmes au niveau des vins blancs, on se rend compte que quand on a des accidents climatiques forts, on va avoir une mauvaise assimilation de l'azote, parfois une mauvaise assimilation d'autres éléments comme le soufre. Et donc, cette mauvaise assimilation conduit à une mauvaise formation de certains précurseurs aromatiques, notamment les précurseurs thiols, mais aussi à avoir des déséquilibres au niveau de la composition azotée du mou, notamment en acides aminés, qui peut conduire aussi à une diminution des expressions aromatiques, des intensités aromatiques qui sont plus faibles. Et quand on apporte une réponse œnologique seule, on est capable aujourd'hui, par voie de la nutrition Saccharomyces cerevisiae, d'induire et d'aider à la production d'esters. Par contre, si on n'a pas les précurseurs thiols, on a beau avoir, nous, metteurs en marché de produits œnologiques, sélectionneurs de souches, identifier les micro-organismes qui permettent la bonne révélation de ces précurseurs. S'ils ne sont pas présents, on a forcément des limitations dans la performance de nos micro-organismes. Et puis, on est conduit à aussi augmenter les collages et ceci se fait toujours au détriment des arômes et donc diminue l'expression aromatique des vins. Et puis, en parallèle de ce contexte vigne, on a aussi un contexte cave avec des tendances où on a une tendance à ce qu'on appelle le mieux intrant chez nous, c'est-à-dire une demande de nos marchés à mieux comprendre les produits, à ajuster les doses, à mieux réfléchir donc le bon produit à la bonne dose, une tendance à l'utilisation moindre du SO2, mais aussi à une augmentation des standards de qualité
à savoir que il y a 20 ans en arrière, les sociétés qui étaient certifiées ISO 9002, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, ces standards ont énormément augmenté avec une pression beaucoup plus forte aussi des acheteurs de vin, notamment de la grande distribution, qui va inciter à augmenter ces standards de qualité et qui nous pousse, nous aussi, à augmenter les nôtres. Et puis, à côté de ça, alors qu'on a des contextes avec des raisins qui sont plutôt de plus en plus mûrs, des vendanges qui sont de plus en plus précoces, à avoir des attentes de consommateurs pour des vins rouges qui sont fruités, frais, gourmands, donc tout sauf le côté surmûri de ce qu'on peut avoir dans un vin rouge. Et puis d'un autre côté, des vins blancs qui doivent avoir une forte expression aromatique et rester frais. Donc en fait, fort de ces constats et fort de ces 5 années de collaboration, dont l'objectif était, grâce à l'expertise en nutrition des plantes que nous a apporté la société Fraissinet, c'était de réfléchir finalement comment les programmes vinicoles que nous avons vinifiés grâce à notre cave expérimentale, c'était comprendre ce levier vigne à la cave. Et puis la démarche œnotéris, elle se lie aussi avec une dimension plus œnologie raisonnée. Et là, on a travaillé en collaboration avec des experts des capteurs, des spécialistes des polyphénols, de manière à avancer aussi sur des réflexions dans nos programmes de collage, dans l'analyse des mous, dans la comparaison pour pouvoir bien classer et ranger les jus, et ce, dans un objectif de mieux utiliser nos cols, c'est-à-dire d'avancer dans cette réflexion d'une œnologie raisonnée, plus dans le préventif et moins dans le curatif. Et c'est comme ça qu'est né œnotéris. Donc les programmes œnotéris, ils se déclinent aujourd'hui sur 2 programmes. Un programme dédié à la vinification en rouge, avec un levier vigne avec des biostimulants foliaires dont je vais vous parler à la suite de cette présentation, et un levier cave avec des produits œnologiques que j'ai qualifiés de piliers, qui sont des produits qu'on a identifiés et validés dans ces process comme étant les meilleurs outils qu'on pouvait mettre à disposition de cet objectif vin rouge frais fruité. Et puis un autre programme dédié au raisin blanc ou à l'élaboration de raisins rouges dans un objectif de vinification en rosé, avec toujours ces leviers de biostimulants foliaires, un levier cave aussi avec des piliers et des produits adaptés à ces objectifs, mais avec en plus une application d'aide au collage au travers d'un capteur dont je vous parlerai en fin de présentation. Donc si on en revient à ce levier vigne et à cette réflexion de la biostimulation foliaire, on a dédié et défini 3 produits de pulvérisation foliaire qui sont 3 produits liquides de biostimulation. Un produit commun au programme blanc et rouge avec une application au stade de la floraison, et puis 2 produits spécifiques, un produit dédié au rouge qui se fait entre nouaison et véraison, et un produit dédié au blanc qui se fait un petit peu plus tardivement et qui encadre la véraison. Donc le premier produit de cette démarche œnotéris, et avec cette réflexion, comme l'a dit Alain en introduction, qui est de se dire que le premier acte œnologique d'un process, il commence à la vigne. Pour nous, ça commence à la fleur. Le premier produit donc s'appelle œnotéris fleur. Il a comme objectif une homogénéité de la floraison. Pourquoi mettre un point important sur cette homogénéité de floraison? En fait, il faut bien comprendre qu'à la floraison, beaucoup de choses se lient et prennent racine, je dirais, à ce moment-là, quand on parle de composition du raisin, parce que en fait, une floraison homogène va nous permettre d'éviter effectivement certains grands accidents comme la coulure ou le milrandage, mais il y a un point qui est moins abordé qui s'appelle la synchronie. Et en fait, la synchronie, c'est d'avoir au sein du même grappe des baies qui vont se développer à des vitesses différentes. Soit parce qu'il y aura eu une mauvaise fécondation, donc on va avoir des petites baies qui restent vertes et qui ne vont pas mûrir, soit parce qu'effectivement, cette fécondation se fait moins bien, et donc du coup, on va avoir des baies qui vont se développer à des vitesses différentes. Et au sein du même grappe, on va se retrouver avec, au moment de la vendange, des baies qui vont être soit surmûries, soit sous-mûries. Et donc, du coup, la fenêtre de tir, finalement, pour choisir la bonne date de récolte dans cet objectif œnologique qui est de faire des vins frais et répondant aux attentes du marché, devient de plus en plus compliquée.
Ce produit fleur va permettre aussi de résister au stress abiotique et de apporter aussi une nutrition en éléments importants que sont l'azote, le phosphore et le potassium à ce moment-là, qui sont des éléments clés du bon développement de la plante. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui a pour but d'aider la plante à fleurir de manière homogène et les stades d'application se font à boutons floraux encore agglomérés et le deuxième passage se fait à boutons floraux séparés. Donc, comme je vous l'ai dit, pourquoi bien réussir sa floraison? Et je vais essayer de vous expliquer un peu la composition et les choix que nous avons faits pour Onoteris fleur. C'est parce qu'en fait, de la floraison découle la fécondation et de cette fécondation découle la nouaison. Or, à ce moment-là, on a effectivement la croissance de la fleur et du jeune fruit qui nécessite une forte division cellulaire. Pour que cette division cellulaire s'opère de manière homogène, on a besoin d'avoir un bon équilibre hormonal et il y a 2 hormones qui sont indispensables à la bonne floraison, c'est l'auxine et les polyamines. Et puis à côté de ça, pour que tout ça se passe bien, il faut que la plante soit dans un bon état d'équilibre nutritionnel. Et donc, on va avoir besoin d'apports en azote importants pour la croissance végétative, mais aussi de phosphore pour la production d'énergie parce que cette division cellulaire qui va permettre d'identifier le fruit, des fleurs, des apex, en fait, a besoin aussi d'une production d'énergie forte. Et tout ceci n'est possible que si effectivement la teneur des sols en nutriments est bonne et que le sol fonctionne correctement et qu'on ait un bon fonctionnement du système racinaire. Donc, toute cette partie-là, Régis vous l'expliquera ultérieurement pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants de cette partie. Quoi qu'il en soit, dans le produit Onoteris fleur, on a un protecteur d'oxyne, donc qui va permettre de protéger cette hormone de l'oxydation au moment de la floraison et au moment où la plante en a besoin, à la fois pour ses besoins de floraison, mais aussi l'oxyne est une hormone qui agit sur tous les apex, qu'ils soient les apex végétaux, mais aussi la partie racinaire. Et donc, du coup, il va permettre de mieux stimuler le fonctionnement du système racinaire. De l'autre côté, on a cette autre hormone que sont les polyamines. Et en fait, je vous ai dit que ce produit Onoteris fleur était composé à 4% d'azote. Cet azote est importé par voie organique, par l'addition d'acides aminés. Il n'y a pas d'azote dit minéral dans la formulation. Et en fait, ces acides aminés, ils sont vraiment importants, notamment pour les polyamides, puisque le point de production du métabolisme et de la production de polyamines par la plante démarre par l'arginine, qui est un acide aminé. Donc, je vous ai dit, la composition en azote et en phosphore pour ses besoins énergétiques. Et puis, effectivement, la présence de silice et la présence de polyphénol qui vont aider à lutter contre les stress abiotiques. La silice, parce que c'est un éliciteur. Donc, un éliciteur, c'est une molécule qui va induire une réponse de la plante quand elle est face au stress. Un petit peu, puisque c'est un sujet d'actualité, comme les vaccins anti-Covid à ARN messager, où en fait, on va induire, quand on est en présence du virus, une réponse de notre organisme. Là, c'est un petit peu pareil avec la silice. La présence de silice va induire dans la plante une réponse et une meilleure résistance à ces stress abiotiques. Et quant au polyphénol, c'est des antioxydants bien connus en œnologie et ils ont leur rôle aussi à jouer en tant qu'antioxydants et de manière à protéger la plante contre ces actions néfastes de l'oxygène. Le deuxième produit de Onoteris au niveau viticole, c'est celui qui est dédié donc à l'élaboration de vins blancs et rosés, avec un objectif qui est de stimuler la production d'éléments réducteurs, que ce soit des précurseurs thiol, mais aussi toute la famille représentée aujourd'hui par le glutathion, qui sont des antioxydants et qui vont permettre aussi, de par leur présence dans les mous, d'avoir des mous qui sont plus résistants à l'oxydation. Et cette résistance à l'oxydation, elle est importante en œnologie parce que, en fait, c'est ce qui lie aussi la longévité des vins. Donc, c'est à la fois la construction de ce pool aromatique, mais aussi d'avoir quelque chose qui est d'avoir un vin
qui est moins agressé par l'oxygène et les phases d'oxydation qu'il peut subir. On a aussi donc une partie résistance au stress abiotique et un apport nutritif important parce que à ce moment-là de la véraison, la disponibilité et le mode de fonctionnement d'assimilation de l'azote par les racines est au plus bas et la plante a quand même des besoins en azote importants et donc du coup, c'est une manière aussi de pallier à ce besoin nutritionnel. De la même manière que pour le Noteris fleur, le Noteris arome est un produit dont la partie nutritive est exclusivement apportée par un pool d'aminés sélectionné et réfléchi en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Donc les stades d'application se font à la fermeture de la grappe et à la véraison. Au niveau de sa composition, voilà l'aminogramme en fait du produit Noteris arome. Et ce qui est important à noter, c'est effectivement la concentration en cystéine. Pourquoi cette concentration en cystéine est si importante? Parce qu'en fait, la cystéine, c'est la porte d'entrée du soufre. Or, pour pouvoir produire des précurseurs, notamment thiol, pour pouvoir induire aussi la production d'éléments réducteurs, notamment du glutathion, la cystéine est un élément indispensable au bon fonctionnement de cette partie métabolique de la plante. Le troisième produit de pulvérisation foliaire, donc lui qui s'adresse aux raisins rouges avec un objectif de vinification en rouge de ces raisins, c'est vraiment de stimuler la croissance de la baie et d'avoir une synthèse qualitative des polyphénols, de mieux résister au stress abiotique et de continuer cette partie nutritive de la plante avec une application au stade petit pois et à la fermeture de la grappe, donc un petit peu avant les stades d'application du produit précédent. Et en fait, ce produit, ce qui est important dans sa composition, c'est aussi cette fraction d'acide aminé avec la présence notamment de glycine bétaïne, qui est un acide aminé qui lie le métabolisme et qui va permettre l'osmoprotection de la plante et la résistance au stress hydrique. Donc, quand on a nos étés très chauds, pour éviter effectivement cette dessiccation qu'on peut avoir de certaines baies quand il fait très chaud, le fait d'aider la plante à mieux résister et à mieux résister au stress hydrique par cette activité osmoprotectrice est hyper importante. Si on regarde un petit peu, et là c'est l'exemple d'un mou blanc, en fait la composition et l'impact de ces itinéraires Eunoteris sur la composition du mou, et notamment dans cette fraction d'azote assimilable et d'azote tout court, on va dire, disponible pour la plante, on voit qu'on améliore finalement la disponibilité de l'azote nécessaire à la bonne fermentation alcoolique. Bon, je ne vous cache pas qu'ici, on n'avait pas de problème de carence en azote assimilable sur cette parcelle-là et sur les raisins qu'on a obtenus, mais malgré tout, l'augmentation est valable même quand on n'est pas dans des situations de carence. Et cette fermentescibilité, au-delà de regarder juste l'azote assimilable comme ça, ce qui est important de regarder aussi, c'est finalement le pool d'acides aminés qu'on va avoir. Et quand on regarde ce pool d'acides aminés, on voit effectivement que la composition en acides aminés, donc cette composition fine du mou, est différente du témoin et de l'Eunoteris et des parcelles suivies en Eunoteris, et notamment sur ces fractions de ces acides aminés qui sont initiateurs de la formation d'ester. Donc, quand on a un objectif finalement de produire un vin blanc le plus aromatique possible, le plus expressif possible, finalement, cette composition en acides aminés précurseurs d'ester est hyper importante. Et puis, de la même, on a regardé aussi la composition en précurseurs thiol, avec effectivement des augmentations qui sont plus faibles que celles qu'on observe sur les acides aminés précurseurs d'ester, mais malgré tout, dont certains ne sont pas négligeables, notamment avec le précurseur cystéiné de l'A3MH, qui lie dans les sauvignons la dimension tropicale de ce cépage. Pour continuer et pour bien comprendre cette réflexion qu'on a menée chez Sofralab depuis quelques années sur cette agroœnologie raisonnée, il ne suffit pas d'avoir une réflexion agronomique, il faut aussi avoir une réflexion œnologique. Et pour nous, cette définition d'avoir ce qu'on a appelé le mieux intrant, c'est-à-dire le bon produit au bon moment à la bonne dose, il nous a semblé indispensable de réfléchir aussi à ce levier cave et à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme outil d'aide à la décision de manière à aller vers cette utilisation de la bonne dose de produit en fonction des mous qu'on rentrait.
Et pour nous, il nous a semblé que le premier pilier dans l'élaboration des blancs et des rosés, c'était ce collage des mous. Aujourd'hui, quand on réfléchit collage, on réfléchit clarification, tassement, vitesse, mais il y a une autre dimension à mettre à tout ça, c'est finalement, quid de la gestion de mes polyphénols, comment je gère la couleur par le collage, mais aussi quel est l'impact organoleptique finalement du choix de traitement que je fais, certes pour clarifier, mais qui peut aussi impacter mon profil organoleptique à l'arrivée. Et donc, on s'est rapproché depuis 3 ans maintenant d'une société qui s'appelle WQS, qui appartient au groupe Vinvention et qui ont mis au point depuis 2012 un capteur qui s'appelle le Polyscan. Il est commercialisé depuis 2015 et en fait qui est un capteur connecté donc qui permet l'enregistrement dans une base de données des mesures qu'on fait. Aujourd'hui, cette base de données comporte 40 000 mesures. Et donc, nous, depuis 3 millésimes, au travers des essais qu'on a pu mener à la fois à la cavalerie expérimentale, mais aussi chez des clients, au travers d'essais laboratoires ou au travers d'essais à l'échelle industrielle, à la fois avec le Polyscan, mais aussi avec un autre capteur qui s'appelle le NomaSense Color, et puis des essais de dégustation, on est abouti effectivement à une application d'aide au collage et on a réalisé en gros plus de 1600 mesures sur mou de manière à rendre notre système et notre outil robuste. Donc, comment ça fonctionne? En fait, grâce au Polyscan, grâce aux mesures que l'on a fait avec le Color, on arrive à définir 4 catégories de jus qui vont être définies finalement en fonction de 2 indices. Un qui s'appelle le phénox, qui représente les polyphénols totaux et qui est tout à fait corrélable à la DO 280, et un autre qui s'appelle l'Isiox, qui représente la fraction oxydable et la plus rapidement oxydable des polyphénols. On arrive, ces mesures sont faites par voltammétrie, et en fait, comme toutes ces molécules sont chargées, elles ont un signal électrique qui va donner en fait comme une empreinte génétique de votre mou. Ces mesures se font au pied de la cuve. Et en fait, grâce à cette base de données qui permet de définir des médianes en fonction des cépages ou en fonction de la couleur du mou et de la destination du mou, en fait, on définit 4 catégories qui vont être P plus E-, P plus E+, et puis P-, E-, P-, E+, qui vont être en fait une définition de est-ce que mon jus se trouve au-dessus de la médiane des phénox dans sa catégorie ou en dessous, et de la même pour les Isiox. Et en plus de ça, grâce aux mesures qu'on a fait grâce au Color, qui fonctionne dans un système ciel-lable, on a défini aussi l'impact de nos cols et les catégories des jus en fonction finalement de leur clarté, hein, c'est la notion de L ici, qui va du noir au blanc, et du H, qui est l'angle de teinte, donc c'est cette proportion entre le rouge et le jaune dans la composante de la couleur. Et en fait, en fonction de ces catégories, ça nous a permis de définir des actions à mener en termes de collage. Donc, si je prends la catégorie P plus E-, donc on est riche en polyphénol, c'est-à-dire soit naturellement le cépage est riche en polyphénol, soit l'extraction faite au pressurage a enrichi le mou en polyphénol et on se retrouve dans une catégorie où on est en phénox supérieur à la médiane. Et easy ox moins, ça veut dire qu'on n'a plus de polyphénol oxydé. Donc en général, c'est qu'on a un début de casse brune, hein, où on a déjà cassé en fait ces polyphénols, ils se sont déjà oxydés. Donc on est plutôt sur des couleurs brunes au niveau des mous. On sait que cette catégorie-là, il va falloir diminuer les polyphénols et ajuster à la fois la clarté et à la fois la composante H en diminuant le jaune dans cette couleur, par exemple. Donc, en fait, fort de cette classification et de cette expérience, on a abouti à la Smart App Collage, dont je vous montrerai juste un visuel. Il faut savoir que le Polyscan, c'est comme une tablette, hein, aussi simple que ce soit. Il y a une petite bandelette avec une cellule électrochimique. On met une goutte sur cette bandelette qui est insérée dans l'appareil et qui permet une lecture en instantané des Isiox et des phénox. Donc, ces Isiox et ces phénox s'affichent. Ils sont aussi, on voit aussi apparaître la médiane correspondante au cépage, mais aussi les teneurs maximum observées sur ce même cépage. Et grâce à la Smart App Collage, au choix de colle que nous avons intégré dans ce menu de la Smart App Collage, va permettre de faire une recommandation
sur une colle que vous utilisez déjà ou que vous pourriez avoir envie d'utiliser, et va aussi vous donner une alternative si, en fonction d'objectifs qui sont fixés, puisque l'application va vous demander des objectifs. Elle va vous demander de choisir si vous débourbez en statique ou en flottation. Elle va vous demander si vous avez des objectifs vraiment liés à la clarification, s'il y a des objectifs couleurs ou s'il y a des objectifs organoleptiques. Et fort de notre expérience de ces mesures et de cette base de données WQS, on a défini finalement des règles métiers et des algorithmes qui permettent de définir et de donner effectivement une recommandation, c'est-à-dire d'appliquer la bonne colle à la bonne dose sur le mou concerné. Donc les programmes Eunoteris, et j'en finirai par ça, c'est vraiment la réflexion de se dire qu'un itinéraire œnologique, son premier acte, c'est à la fleur, qu'il peut se réfléchir tout au long du process aussi avec des outils d'aide à la décision, et il se définit aussi bien en blanc qu'en rouge. Je vous remercie pour votre attention, et pour tous ceux qui auraient envie d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller visiter le site eunoteris.com qui vous donnera plus de détails sur toute cette démarche. Merci encore. Merci beaucoup Céline pour cette intervention très complète. Donc il y a déjà des questions qui sont là. Alors ne soyez pas surpris si vous nous rejoignez. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui nous ont rejoints. Vous n'avez pas loupé l'intervention de Freycinet qui aurait dû effectivement, on aurait dû commencer par le programme Eunoteris et travailler, voir la présentation. Donc c'est maintenant qu'on va le faire, tout simplement parce qu'on a rencontré des petits problèmes techniques. Ces petits problèmes techniques sont toujours présents. Donc, on va travailler en mode un petit peu dégradé. Donc, Régis, si tu veux bien allumer ta caméra et ton micro et me rejoindre. Voilà, on va laisser partir Céline et on la retrouvera tout de suite après pour les questions. Bon, Régis, on va essayer de travailler. Alors, je vous explique le petit mode dégradé. C'est en fait notre réalisateur Vincent Ferrari qui va passer les slides. Donc, Régis sera juste obligé de dire merci de changer de slide. Mais ça va, à mon avis, très bien le faire. Alors, on va faire un essai. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on essaiera de corriger un pas. Donc, voilà, on va essayer de passer tout de suite à Régis. Régis, tout va bien pour toi pour l'instant? Oui, tout va bien. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez. Alors, ne t'approche pas trop de manière à ce que ça ne sature pas trop le micro. Voilà. Et puis, si tu vois bien l'écran, on te laisse. Et puis, s'il y a un problème, on reviendra. Allez, à tout de suite. Bonne chance. Merci. Bon, excusez-moi pour ces petits problèmes techniques rencontrés. Donc, effectivement, moi, je suis Régis Castan, je travaille à la société Freycinet. Freycinet, donc leader au niveau de la fertilisation organique et entreprise depuis 150 ans. Et effectivement, depuis que je suis rentré chez Freycinet, il y a maintenant un petit peu plus de 7 ans, je travaille beaucoup sur la notion d'agronologie et du lien entre la partie agronomique et la partie nutrition organique et la partie œnologique, avec donc un leitmotiv de dire que si une plante est bien nourrie, bien équilibrée, que tout fonctionne bien, on devrait avoir au final d'un fruit qui soit bien équilibré, et on peut même jouer sur certains leviers, pour arriver à des objectifs de production voulus. Donc ma présentation se voulait être avant celle de Céline, donc on va essayer de s'adapter. Je vais vous partir sur la présentation que je devais faire. C'est une présentation qui se voulait beaucoup plus agronomique qu'œnologique, vous le comprenez très bien. Donc avec une première diapositive pour recentrer un petit peu la base de la production végétale, comment cela fonctionne, que ce soit une vigne, un gazon, une plante de tomate ou ce qu'on veut, ou une salade, toute plante fonctionne à peu près de la même façon, avec une partie que l'on ne voit pas, qui se trouve dans le sol, qui est cachée, ou toute la partie racinaire, où on appelle la rhizosphère. Donc cette partie racinaire est très importante. Pourquoi? C'est là que va se passer toute la partie nutrition, résistance, la partie de l'assimilation en eau, les actions biologiques, l'absorption minérale. Donc tout ça, ça va se passer dans le sol. Et je dirais que c'est la base et la fondation. J'y reviendrai dessus, mais c'est là que vraiment tout se décide au niveau nutrition et au niveau aussi résistance de la plante. Vous savez qu'on parle de plus en plus du deuxième cerveau humain qui se trouve dans l'estomac ou dans la partie digestive de l'homme. Pour la plante, c'est un peu pareil. Le deuxième cerveau de la plante, il est là, dans les racines. Et une partie aérienne, donc, qui va, si on prend la vigne, plante pérenne, qui va se développer par son cycle végétatif bien particulier, comme on verra tout à l'heure, où donc on va avoir des feuilles qui vont se développer, des fruits qui vont se développer, et une usine qui va se mettre en marche à partir du printemps
jusqu'à l'automne avec la photosynthèse et donc la mise en place de certaines molécules organiques. Il faut savoir que ces deux parties-là, elles ne sont pas dissociées, elles se parlent entre elles. Les flux se font des éléments et donc nous, ce qu'on va faire, vous verrez, on va essayer de répondre tout particulièrement sur la partie sol, qui est notre premier métier, et la matière organique, mais aussi sur la partie, je dirais, aérienne de la plante, qui va être beaucoup plus soumise à certains stress. Prochaine slide. Vincent, s'il te plaît. Voilà, tu peux aller jusqu'au bout de la slide, c'est pas très grave. Il y a une petite animation qu'on va finaliser. Vas-y, encore un coup. Vincent, s'il te plaît. Voilà, super. Donc voilà, donc là aussi, c'est une petite slide pour rappeler un petit peu l'évolution de la production végétale, où on est passé d'une plante qu'on pensait plutôt un support inerte, c'est-à-dire il y a quelques années de ça, on plantait une vigne par exemple, et on pensait qu'il suffisait de la protéger, d'y amener de l'eau peut-être quand on le pouvait, de la nourrir de façon minérale, de pas trop s'occuper de ce qui se passait dans le sol, en se disant que le sol, il fonctionnait plus ou moins bien, et de se dire c'est un support inerte, on lui demande de faire des fruits, on lui demande de faire des raisins. Sauf que de plus en plus, et vous le voyez bien par les démarches agro-environnementales ou par les démarches de développement durable, de plus en plus, la production va aller vers une optimisation de la nutrition et de la résistance des cultures pour arriver à une, philosophiquement, je dirais même, à une connaissance de la plante et de dire la plante, c'est un être vivant qui fonctionne d'elle-même, qui est capable de se protéger d'elle-même par rapport à certains bioagresseurs, qui est capable d'aller chercher des nutriments dans le sol, si on lui donne les moyens, qui est capable même d'aller chercher de l'eau dans des endroits des fois où on ne le soupçonne pas si elle a les moyens, et d'optimiser son état hydrique. Donc voilà, là on est vraiment sur, je dirais, la notion d'une plante support inerte où on lui demandait de faire du raisin, par exemple, parce que nous on parle de vigne, à une notion d'une plante beaucoup plus vivante où on va être un peu à son écoute, que ce soit au niveau du sol ou que ce soit à son niveau physiologique et aux différents stades qu'elle va présenter pendant son cycle végétatif. Prochaine slide, s'il te plaît. Là, c'est pas moi, je ne fais pas la navette. Voilà, donc la slide aussi, Céline en a parlé, j'aurais dû en parler un petit peu avant elle, mais elle en a parlé, c'est les contraintes environnementales. Une plante et une vigne va subir des contraintes environnementales qui sont deux catégories de stress. Céline a parlé donc de l'environnement et des stress abiotiques qu'on appelle, donc qui vont être, si on parle au niveau climatologique ou au niveau du millésime, par rapport à l'humidité, à la chaleur, au vent, au froid, à la sécheresse. On voit très bien que depuis quelques années, on a un climat quand même qui évolue avec des périodes caniculaires pendant le cycle végétatif qui peuvent être très importantes, des sécheresses qui peuvent être très importantes aussi, des printemps qui peuvent être souvent froids et pluvieux, donc compliqués. On voit cette année, par exemple, des sols, après une gelée quand même qui a été historique, des sols qui ont eu du mal à se réchauffer et donc avec des assimilations qui ont été compliquées. Je parlerai notamment de la notion de mise en réserve pour des plantes pérennes comme la vigne qui est très importante, mais aussi on a des stress qui peuvent abiotiques qui sont présentes aussi dans le sol, qu'on voit moins, hein, il faut aller les chercher, les voir, que ce soit au niveau de la toxicité des sols, si on a des sols qui sont par exemple chargés, très fortement chargés en cuivre, ce qui peut arriver à un sol viticole, les pH qui peuvent être des facteurs limitants, la texture du sol aussi peut être un facteur limitant, le taux de matière organique, on y reviendra dessus, qui peut être très très limitant pour le développement de la plante, et bien sûr le stock des éléments en azote, phosphore et potasse. Donc tout ça, nous on va y travailler dessus avec un apport de biostimulants, et ce que Céline a parlé tout à l'heure, la notion de la gamme Noteris, donc de lier la partie biostimulant à la partie, je dirais, nutrition de la plante, donc pour non seulement la nourrir, pour non seulement équilibrer le sol, mais aussi la stimuler pour pour stimuler ses réactions de défense par rapport à ces stress abiotiques. Des stress biotiques qui sont dus, donc, pardon, tu peux revenir à la slide précédente, s'il te plaît, merci. Des stress biotiques, donc, ils sont dus souvent à des pathogènes et des ravageurs, insectes, acariens, champignons, mildiou, odium, j'en passerai. Au niveau des sols, on va trouver des bactéries, des virus, des nématodes. Donc là, nous, on ne va pas aller directement travailler là-dessus. On est
persuadé qu'une plante bien équilibrée, qui se nourrit bien dans un sol bien équilibré, est quand même plus à même de se défendre face à ces ravageurs, à ces pathogènes. Mais là aussi, il y a ce qu'on appelle les biocontrôles. Ce n'est pas notre travail, mais voilà, sachez qu'il y a aussi des recherches à ce niveau-là et de travailler sur des biocontrôles pour aider la plante à se défendre par rapport à ces stress biotiques. Je peux changer de slide, Vincent, merci. Tout ça fonctionne malgré tout et de plus en plus, là aussi, quand on parle de nutrition, quand on parle d'équilibre du sol, quand on parle d'intervention foliaire ou d'intervention par la fertirrigation, il est très important, c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive-là, de parler de diagnostic. On ne peut plus considérer la nutrition de la vigne ou la fertilisation du sol ou de la vigne ou la nutrition foliaire juste par, comment dire, un avis parce que la vigne a produit beaucoup de raisins cette année, donc on va lui donner à manger. Elle n'a pas produit, donc on ne lui donne pas de la fertilisation. Il a fait chaud, donc on fait ci. Il n'a pas fait chaud, on fait ça. Mon grand-père faisait ça, donc je fais comme ça. Non, ça ne fonctionne plus comme ça du moment qu'on va de plus en plus sur la connaissance de la physiologie de la plante et essayer de comprendre comment elle travaille. Ben, il va falloir poser des diagnostics. Donc, des diagnostics qui passent par l'observation des dysfonctionnements, par les carences. Donc là, moi, je dis, on peut faire toutes les analyses du monde. Malgré tout, l'important, c'est de descendre du tracteur et d'aller voir la vigne et de s'apercevoir un petit peu de ce qui se passe au niveau des grappes et des feuilles, parce que très souvent, les stress biotiques ou les carences sont visibles sur les feuilles. Et par des bilans de récolte, si on veut aller voir, quand on parle de productivité ou autre, ben, il faut qu'à un moment donné faire des bilans des récoltes, des volumes et de la qualité des récoltes. Tout ça, donc, on a des outils aussi qui nous permettent de mener ces diagnostics. Donc, au niveau des sols, le plus important, c'est l'analyse de sol. Ben, sans analyse de sol, on ne sait pas comment fonctionne le sol, comment il est, quelle texture est présente, le niveau de stock au niveau des éléments nutritionnels. On ne sait pas son taux de matière organique, on ne sait pas son activité, sa physiologie, sa biodiversité. Donc, très important de travailler sur l'analyse de sol. Coupé à cette analyse de sol, on peut aussi travailler sur de l'analyse de profil de sol, ce qu'on appelle des fosses pédologiques. Donc, très souvent, qu'on veut faire avant plantation pour comprendre et donc bien cibler son sol avant de planter la vigne, mais aussi pendant que la vigne donc, est en production pour aller comprendre certaines, certains dysfonctionnements qu'on n'arrive pas à régler, que l'analyse de sol ne nous montre pas, ben, on va aller creuser et voir un peu comment se comporte le sol. Des analyses aussi qui sont très importantes au niveau des parties aériennes, analyse pétiolaire, j'y reviendrai tout à l'heure, ou de feuilles, de limbes, ou les analyses de serment pour les notions de mise en réserve. Quand on va parler de notions de programme, eh ces analyses-là vont nous aider à anticiper les carences, anticiper le millésime, les conditions climatiques du millésime. Bon, après, je passerai rapidement sur la cartographie aérienne embarquée ou autre, mais tout ça est très important. Posons le diagnostic, voyons ce que l'on veut faire. Posons-nous aussi le diagnostic de savoir quel type de production je veux faire. Est-ce que c'est en rosé, en blanc, en rouge, productif, pas productif? Et à partir de là, donc, on fait sur notre diagnostic et on essaie de travailler dans ce niveau-là. Prochaine diapo. Vas-y, déroule. Vincent, excuse-moi. Vas-y jusqu'au bout. Donc, je vais vous parler, moi, tout particulièrement de la fertilité des sols. C'est quand même notre premier métier. Oh, pardon, tu peux revenir en arrière. Excuse-moi, Vincent. Voilà, super. Et donc là, on va parler d'objectifs de pérennité. Vous savez très bien qu'un sol, ben, on en hérite. Nos arrière-grands-parents, nos parents l'ont travaillé. On va le léguer donc à nos enfants. Et donc là, on parle vraiment de pérennité. Et donc, si on flingue, excusez-moi l'expression, un sol, ben, on le flingue pour des années. Hein. C'est très compliqué de pouvoir le restituer dans sa notion de productivité. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder au niveau des sols? On a une fertilité physique, biologique et chimique. Tout ça, l'analyse du sol va nous le montrer. Quand je parle de fertilité physique, on va analyser des paramètres au niveau de sa texture, de sa structure, de sa porosité, de sa réserve utile en eau, ce qu'on va appeler les pourcentages d'argile, les pourcentages de sable, les sables grossiers, les limons. Tout ça va nous donner une indication. La fertilité biologique, donc c'est l'analyse de l'activité biologique, donc la biodiversité qu'on retrouve dans le sol, est-ce qu'elle est fonctionnelle, la numération, identification génomique, tout ça va nous donner des paramètres si le sol fonctionne bien, et la fertilité chimique qui est un petit peu le frigo, l'état du frigo du sol, notamment avec les analyses des éléments en phosphore, azote, potasse, en oligo, donc ça c'est l'état du frigo.
Et au milieu de tout ça, l'important, je dirais que c'est l'énergie, l'essence qui fait travailler tout ça, c'est la matière organique, c'est le taux de matière organique dans le sol. Donc, on va l'analyser, on va savoir son taux. Il faut savoir que les sols viticoles, ben, si on prend notre région, on est entre, je dirais, 0,8 et 1% de matière organique, c'est que des taux assez bas pour une production normale en vigne. Donc, cette matière organique, il faut savoir que chaque année, elle se perd, elle se minéralise. Et donc, si on ne l'entretient pas, si on n'arrive pas à entretenir ce taux de matière organique, on arrive à des sols qui vont avoir des taux de matière organique très bas et on peut arriver à une notion de désert. Quand on est à 0,5 de matière organique, on a des sols qui sont inertes complètement, qui ne fonctionnent plus. Et donc, il faut savoir là aussi que la notion de fertilité de sol aussi, il y a une notion de profondeur de sol. Quand vous allez faire une analyse de sol, vous allez la faire entre 0 et 30 cm du sol. Pourquoi? Parce que c'est là que tout va se passer. C'est là que le chevelu racinaire est le plus développé, où là, on va avoir la forte biodiversité et la forte activité du sol. Et plus on va aller en profondeur, plus on va avoir de moins en moins d'activité du sol. Et donc, plus on va avoir moins d'échanges, je dirais, avec la partie racinaire. Alors, effectivement, on voit des racines qui descendent très profondément, mais souvent, ce sont des racines, de grosses racines d'ancrage pour la vigne et aussi de recherche d'humidité et d'eau. Prochaine slide. Vincent, s'il te plaît. Voilà, donc l'origine de la fertilité de sol, vous savez qu'un sol donc, se forme sur une roche-mère qui sont de la roche-mère, donc on retrouve des sols calcaires ou des sols acides, et donc on va avoir une texture dans ce sol, que je disais tout à l'heure, et donc quelque chose qui est très important, c'est le taux d'argile dans le sol, ce qui va faire avec la partie humus, je dirais, humique du sol, la matière organique, donc créer le complexe argilo-humique, où donc on parle de notion de frigo, de ce complexe argilo-humique. Alors vous comprenez très bien que moins on a d'argile, plus il va falloir de matière organique pour pouvoir créer ce fameux complexe argilo-humique. Ce complexe argilo-humique, en fait, c'est là où va se tenir l'ensemble des éléments nutritifs de la plante, que ce soit le phosphore, l'azote, le potasse ou les oligo-éléments, qui vont être par minéralisation libérés au niveau de la rhizosphère et des racines et pouvoir donc permettre à la plante de se nourrir. Donc, ce complexe argilo-humique, vous comprenez très bien que sur la notion de texture du sol est très compliqué de pouvoir aller transformer un sol. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est maintenir et entretenir ce fameux taux de matière organique dans le sol. Si on prend l'exemple d'une forêt naturelle, vous voyez très bien que jamais on va fertiliser, tout se passe naturellement, les résidus de feuilles, de petites branches et autres tombent dans le sol, se transforment par le biais des champignons de bactéries, donc en humus, et vont entretenir comme ça le sol en matière organique. Quand on est en vigne, on est dans une culture intensive. Effectivement, on a des résidus de culture par les feuilles ou les sarments qui sont restitués à la vigne, mais qui ne suffisent pas à maintenir un taux de matière organique. Et donc, on est obligé de pouvoir d'intervenir par l'apport de matières fertilisantes organiques pour entretenir ce fameux taux de matière organique dans le sol et ce fameux complexe argilo-humique. Mais aussi, on peut intervenir en minéral, si on voit qu'avant plantation notamment, on a des forts déficits en certains éléments comme la potasse, le phosphore ou autre, on peut aller corriger sur un temps donné de façon minérale ce stock. Ce complexe argilo-humique, c'est un frigo. S'il est bien rempli comme à la maison, tout fonctionne. Il peut être bien rempli, mais avec un cadenas et une grosse chaîne autour, c'est que le sol ne fonctionne pas et ne permet pas à ce frigo de s'ouvrir et de donner à la plante la notion de nutrition, mais aussi on peut avoir un frigo vide. Vas-y, prochaine slide. J'essaye d'aller rapidement, excusez-moi. Donc, le rôle de la matière organique, je passe rapidement, je pense que vous le connaissez tous. Le humus joue un rôle majeur dans la fertilité des sols. Premièrement, un architecte du sol, ça permet la stabilité structurale, notamment contre l'érosion. Dès qu'on a des taux de matière organique un peu élevés dans le sol, on limite ces effets d'érosion. Ça permet la circulation de l'air et de l'eau, et aussi, ça joue un peu le facteur d'éponge avec une capacité ça augmente la capacité de rétention en eau des sols. Un réservoir nutritif avec le complexe argilo-humique, je ne reviens pas dessus, ça forme des chélates naturels humus-phosphatés et donc ça permet une minéralisation de l'humus et donc de pouvoir donner à la plante les éléments nutritifs. Et enfin, c'est un moteur de la vie des sols avec la disponibilité des nutriments, la compétition donc microbienne et la résistance des composés organiques qui vont permettre au sol d'être actif, vivant et de pouvoir restituer à la plante tout l'équilibre nutritionnel qu'elle demande. Prochaine slide.
Donc, quand on parle de matière organique, j'ai mis cette slide parce que c'est très important. Et quand on parle notamment de fertilisation organique, c'est très important la notion de l'origine de la matière organique. Vous savez que la matière organique, c'est des complexes organiques avec du carbone et de l'azote. Hein. Donc, on a deux grosses origines, une origine animale et une origine, je dirais, végétale. Donc, si on prend l'origine animale, c'est pour faire très rapidement un petit peu. Vous voyez, si on va travailler sur des origines animales, vous voyez, farine de plumes, des semoules de cornes ou autres, effectivement, on est sur une matière organique, mais qui va être très faible en notion de, comment dire, de potentiel humus. On va avoir plutôt un effet engrais au niveau de la plante, avec une libération rapide des éléments nutritifs comme l'azote, le phosphore et la potasse. On a le monde végétal avec trois grandes familles, les tourteaux riches en protéines, tourteaux de soja et colza, qui vont aussi un petit peu être, comme dans le monde animal, une notion avec un humus qui va être une capacité humus un peu moins importante pour le sol, par contre un effet engrais pour la plante un peu plus développé. Enfin, les tourteaux riches en cellulose et en lignine, c'est un petit peu notre dada à nous, où on va retrouver dans les fumiers d'herbivores les tourteaux de café, cacao, pulpe, et ainsi de suite, où là on va avoir un potentiel humus fort avec une transformation assez rapide dans le temps de cet humus, pardon, 2 à 3 ans, et qui vont aussi permettre une forte présence de micro-organismes et de matière organique dans le sol, donc qui vont permettre cette fameuse vie du sol et de pouvoir jouer aussi sur le complexe argilo-humique. Le troisième famille, donc, qui sont les produits végétaux ligneux et tanniques, très ligneux et très tanniques, comme les corsures, les mares de raisin, qui ont un fort potentiel humus, mais qui ont une transformation tellante de 5 à 10 ans. Donc, il faut comprendre que si on travaille seulement ces produits, admettons qu'on mette 80 tonnes de mares de raisin dans notre sol, ben on va effectivement partir en matière organique, mais une matière organique inerte, où il va falloir que les micro-organismes du sol travaillent cette matière organique, et on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir une fin d'azote au niveau des sols, parce qu'on va avoir beaucoup d'azote qui va être capté pour les micro-organismes pour pouvoir travailler cette matière organique. Donc, le bon choix, c'est de travailler entre ce monde végétal et ce monde animal, et de faire après son choix entre amender le sol, c'est-à-dire travailler sur le sol. Si on a un sol pauvre en matière organique, notamment avant plantation, ben on peut se permettre d'essayer d'augmenter un petit peu ce taux de matière organique dans le sol par l'amendement, vraiment, et l'amendement, c'est on nourrit le sol, et on va aller petit à petit vers l'effet engrais organique. On va avoir une partie amendement du sol, mais aussi un effet engrais pour la plante avec une restitution des éléments assez rapide pour elle. Prochaine slide. Donc, vas-y, déroule jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que tout se voit. Impeccable. Merci, Vincent. Donc, vous comprenez très bien que quand on agit sur le sol, qui est quand même la base de la fondation de la maison, quand on a un sol qui fonctionne bien, qu'on a fait le bon diagnostic, qu'on apporte les bonnes matières fertilisantes organiques pour pouvoir permettre à ce sol de bien travailler, ben après, donc, on a une vigne. Une vigne, c'est une plante pérenne qui a un cycle de nutrition bien adapté à sa vie. Et donc, c'est un peu mis là, et là je vais parler un petit peu plus de physiologie de la plante, et notamment de son cycle végétatif qui est très important. Donc on va avoir un démarrage de végétation, du débourrement, je dirais, jusqu'à un stade qui est très important, c'est des boutons floraux séparés, juste avant la floraison, et à partir de là, avec la floraison qui va demander une énergie très importante à la plante, parce que c'est là qu'elle va définir par la floraison la production de l'année, mais qui aussi par l'induction va définir un petit peu la production de l'année N+1, et on va passer donc sur le cycle jusqu'à la maturité, à la récolte, et après donc on repasse après la récolte, post-récolte, à une autotrophie où on appelle, la plante va aller sur ses mises en réserve. Donc c'est pour vous expliquer que la plante donc a un cycle végétatif bien déterminé, et que si malheureusement on a un accident climatique qui se produit dans un des stades clés de la vigne, ben, ça va avoir un effet non seulement pour l'année N de la production de l'année, mais aussi pour l'année N+1, parce qu'on va aussi jouer sur les mises en réserve et peut-être se trouver avec des plantes, avec des vignes qui vont faire de faibles mises en réserve et qui vont passer un hiver peut-être difficile, mais surtout un printemps prochain au démarrage assez compliqué. Donc c'est pour ça que là, je vais revenir sur la notion de diagnostic et d'analyse. Il est très important de suivre ce cycle-là. On a deux analyses importantes, l'analyse pétiolaire qu'on travaille depuis des années avec la société SRDV, par exemple, nous, avec qui on fait des suivis depuis, je dirais, une dizaine d'années avec eux, où on travaille sur des notions d'analyse pétiolaire à des stades bien clés. Par exemple, bouton flocaux séparés, pourquoi c'est le stade qui est clé? Parce qu'en fait, on passe
il faut savoir que la vigne, dès qu'elle commence à débourrer, qu'elle commence à pousser jusqu'à peu près boutons floraux séparés, elle va travailler essentiellement sur ses réserves dans l'année N-1. On a des sols qui sont souvent froids, on l'a vu cette année. Vous avez vu, il fait bon depuis quelques jours, les sols se réchauffent et on a des vignes qui se trouvent mieux, qui sont plus poussantes, plus vertes, parce que l'assimilation au sol se fait bien. Mais avant ça, on avait des vignes qui étaient plutôt pâles et jaunes et qui avaient du mal, surtout cette année, à des vignes qui ont souvent subi un stress très important, qui est le gel. Donc, je n'y reviendrai pas dessus, mais il faut savoir que c'est quand même un stress très, très important. Et donc, ces notions-là sont très importantes à avoir. Pourquoi? Parce qu'on peut déterminer par l'analyse pétiolaire et on peut anticiper ces stress-là et on peut aller aider la plante, même si le sol fonctionne bien, par des interventions foliaires bien ciblées. Si je prends par exemple la notion de fer et de chlorose de fer, on voit qu'on a des vignes qui sont de plus en plus en manque de fer et très jaunes. Ben, si on démarre à 3-4 feuilles étalées avec des interventions foliaires avec du fer, on va pouvoir travailler assez facilement et aider la plante à passer ces caps-là. Et après, donc, tout le cycle de la nouaison à la fermeture de grappe et jusqu'à la maturité, on a aussi des interventions qui peuvent être données pour permettre à la plante, avec de la magnésie, de la potasse, de l'azote, à maintenir son taux énergétique, surtout si on va sur des périodes caniculaires qui vont être compliquées pour elle. Et enfin, sur les mises en réserve, on peut imaginer aussi intervenir foliairement après la récolte avec du fer, de l'azote ou des éléments complets pour aider la plante à faire ses mises en réserve pour l'année d'après. Et ça, c'est très important. Donc, vous avez l'intervention agronomique avec le fer, avec de la magnésie, du phosphore et de l'azote ou de la potasse pour pouvoir maintenir un certain niveau nutritif de la plante et l'aider à passer, couplé avec des biostimulants pour l'aider aussi à se stimuler et à se défendre face à ces stress abiotiques. Et Céline vous en a parlé tout à l'heure, avoir des produits qui sont plus spécifiques onologiques, qui vont travailler plus sur la partie B et raisin. Et ça, c'est les essais que l'on a menés sur Dombrégal avec Sofrala. Slide suivante. Vincent. Donc, les mises en réserve de la vigne, j'y viens parce que j'y insiste un petit peu parce que c'est très important. Il faut savoir que la vigne est une plante pérenne, donc elle va travailler beaucoup sur ces réserves-là. Ces mises en réserve, elles se passent à peu près à partir de la fermeture de grappe. Hein. La vigne devient un peu schizophrène. Hein. À partir de là, elle sait qu'il faut qu'elle amène bien sa production, ses raisins. Vous savez que la vigne ne fait pas des raisins pour vous faire plaisir, hein. Donc elle va essayer d'amener ses raisins. Et je dis là même une chose importante, c'est que si on est en fort stress hydrique, par exemple, ben, elle peut mettre en péril sa production de l'année pour pouvoir, elle, se sauver et pouvoir repousser l'année d'après. Donc, on a des phénomènes de flétrissement, elle peut aller chercher l'eau dans les raisins pour elle. Hein. Donc, on a cette plante cette vigne qui devient un peu schizophrène, qui va penser à sa mise en réserve et aussi amener sa production. Et après la récolte, alors là, elle va travailler beaucoup, on le voit aux chevelures racinaires, on a de nouveau une activité très importante au niveau des racines dans le sol pour pouvoir prendre le plus d'éléments possible et constituer ces mises en réserve pour passer l'hiver et bien démarrer l'année d'après. Dans ces mises en réserve, donc on va l'analyser par l'analyse de Sarman qui est très importante, regarder les taux d'amidon qui seront l'énergie de la plante avec l'azote qui sont très importantes. L'amidon donc va travailler sur l'énergie, sur la structure et la protection, c'est un rôle cryoprotecteur, c'est-à-dire quand il fait froid l'hiver, ben, elle hydrolyse de l'amidon pour faire des sucres et supporter les froids de l'hiver. Et même au printemps, alors je ne parle pas du gel de cette année qui a été exceptionnel, mais si on a des gels printaniers, souvent à un demi-degré près, si on a des bonnes mises en réserve et des bons taux d'amidon et d'énergie, d'azote dans les bois, la plante peut se défendre contre un gel printanier faible. Et après, donc, on a tout ce qui est les autres composants, le phosphore, la potasse, la magnésie, le calcium, le fer. Et là aussi, c'est très important de voir la notion de stock de démarrage au débourrement qui se trouve dans les bois. Et donc, là aussi, si on fait une analyse de sarment, on peut aller intervenir dès le démarrage pour pouvoir aider la plante si jamais on a un stock. On voit que le stock est faible parce qu'on sait qu'au niveau du sol, l'assimilation va être très compliquée jusqu'à au moins un bouton floraux séparé. Prochaine slide. Donc, je reviens sur ce cycle, sur la mise en réserve. Hein, deux exemples sur l'azote et le potassium, qui sont deux éléments quand même très importants pour la production de la vigne. Donc, vous voyez, si on prend l'azote, 15% de l'azote de l'année, donc des unités qui vont être disponibles, vont être pour la production de l'année, 35% vont être pour les besoins végétatifs et 50% de l'azote des unités d'azoté que la vigne va absorber dans l'année vont être mises en réserve par la vigne pour démarrer l'année suivante. Vous voyez donc l'importance de ces mises en réserve. La potasse, c'est un peu le contraire. Vous comprenez très bien qu'on a beaucoup, la potasse, la vigne en a fortement besoin, notamment pendant son cycle végétatif, et plus on va s'approcher de la maturité, bien sûr.
Cette notion de mise en réserve est très importante. Plus de 50% de la mise en réserve se trouve dans les racines. Je vous disais tout à l'heure que le chevelu racinaire est très important. Donc, l'importance d'avoir un chevelu racinaire qui fonctionne et qui soit très, très, très développé. Parce que la partie aérienne, vous savez que les serments, on va les enlever, on va les restituer pour une partie, c'est pour les gens qui le font, ou on va les enlever de la vigne, ils vont être restitués en matière organique dans le sol, mais on enlève une partie des mises en réserve de la vigne en taillant la vigne. Donc, très important d'avoir un chevelu racinaire qui fonctionne très bien. Prochaine slide. Vincent? Oui, excuse-moi Régis, il y a un lag de 5-10 secondes. C'est pas très grave, ça me permettra de m'excuser du temps que je suis un peu long. Programme, donc nous, voilà la dernière slide, c'était pour un petit peu, comment dire, mettre la main donc à Céline et la partie agronologie. Nous, on est sur la partie agronomique et la partie aussi onologique. Et donc, avec depuis quelques années le développement chez Fraissinet d'une notion de programme nutrition et stimulation, où là, donc, vous avez très bien compris, on va faire un gros travail au niveau des sols, un gros travail sur la matière organique des sols. Donc, je vous ai mis quelques exemples de produits comme le Végétimus, qui est un amendement où on va travailler sur des sols qui sont peut-être faibles en matière organique par ce type de produit, et essayer de maintenir ou d'augmenter le taux de matière organique dans le sol. Alors, je n'ai pas mis tous les produits, hein. Un produit comme l'Orga 3, qui est plutôt un engrais organique, qui va avoir aussi un effet d'amendement, mais un effet plus, je dirais, engrais organique au niveau de la plante. Là, on va travailler sur des sols pour maintenir un certain taux de matière organique et maintenir donc un stock de nutriments disponible pour la plante avec une forte activité pour les bactéries, en fait, pour la biodiversité du sol. Je vous ai mis l'exemple du OneFresh qui va nous permettre, alors là c'est un bon exemple, c'est un travail qu'on a mené avec la SRDV, vous voyez, on fait des travail avec la Sofralab sur la partie agronologique, mais on a travaillé aussi avec la SRDV sur ce produit-là, où c'est un engrais organique pour le sol qui s'appelle OneFresh, avec un équilibre bien particulier, un taux de matière organique, un équilibre bien particulier pour travailler sur la fraîcheur et pour travailler sur les excès de potasse dans le sol, qui, vous savez très bien, peuvent engendrer des pertes d'acidité, de fraîcheur dans les baies et dans les vins. Donc, on travaille sur cet aspect-là. La partie racinaire, donc avec un produit qui est un stimulateur racinaire, l'Osiril, je pense que vous connaissez, où là, on va travailler sur la notion de chevelu racinaire, avoir le plus de chevelu et stimuler la partie racinaire pour avoir, vous avez compris, le plus de mise en réserve possible, mais aussi, durant la période végétative, une plante qui explore, je dirais, tout ce qui est possible pour elle. Et après, donc, toute une notion de produits, de cohortes produits. Alors, j'ai mis l'Antis 15, le Nutribiosol Fer, par exemple, le Nutrifix NK, qui sont des produits qui sont ou bien foliaires, ou bien positionnés au sol, ou bien positionnés en ferti-irrigation, qui vont nous permettre de pouvoir intervenir donc sur la partie aérienne de la plante, sur des conditions climatiques compliquées. Vous l'avez bien compris, on a des stress abiotiques importants, où on a besoin d'aller aider la plante à supporter ces stress. Mais là aussi, et j'insiste très lourdement, importance du diagnostic au sol pour bien choisir son type de fertilisation, et importance du diagnostic sur la partie aérienne par l'analyse pétiolaire, l'analyse de sarment pour les mises en réserve et l'observation, et surtout bien se caler sur les objectifs de production au final. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas travailler une vigne qui a un objectif de production de vin de haute qualité à des rendements qui sont assez bas, où on va demander plus de concentration, à une vigne qu'on va demander un petit peu plus, entre guillemets, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais industriel, avec une fertirrigation, une longue taille, on va demander une production plus importante. Donc, on va, suivant ces types d'objectifs, travailler sur des programmes bien particuliers au niveau du sol, agronomique au niveau des foliaires. Et après, donc, c'est là que tout l'intérêt avec Sofralab de travailler aussi sur des programmes qui sont beaucoup plus axés onologiques. On va travailler beaucoup plus sur la notion de la composition de la baie et du raisin pour au final se retrouver avec des mous et des vins dans les objectifs et que l'onologue soit content en cave. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie et je m'excuse de l'incident technique qui s'est produit, mais je pense qu'on l'a rattrapé. Bien, on va demander à Céline de nous rejoindre. Merci Régis pour cet exposé très, très, très complet. Donc, on va demander à Céline de nous rejoindre. Et puis, alors, on a quelques questions qui sont arrivées, il y en a pas mal. On est un petit peu en retard, effectivement, sur notre timing, sur cette partie-là. On va essayer malgré tout de passer les questions. Je vous demanderai d'essayer de faire des réponses assez courtes et assez concises sur la manière dont j'arrive à passer la totalité des questions de la salle. Bon, allez, sans attendre.
On va rester avec toi, Régis, juste pour une question. On me dit, est-il plus important de réaliser un profil de sol ou une analyse de sol? Alors, il n'y a pas. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Très bien. Il n'y a pas de notion d'importance entre les deux, si vous voulez. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Je dirais que l'analyse de sol est très importante et moi je conseille fortement de faire des analyses de sol avant plantation et aussi de faire un suivi d'analyse de sol. Une analyse de sol, il faut savoir qu'à peu près on en a pour 6 ans et donc chaque 6 ans, 5-6 ans, il faut refaire une analyse de sol pour pouvoir voir son évolution de sol. Donc moi je trouve que l'analyse de sol est très importante et permet déjà un premier diagnostic très important du sol. Et le profil de sol est très important aussi. Le profil de sol va être là plutôt pour essayer de comprendre comment est notre sol. Je le conseille de le faire plutôt avant plantation pour déjà définir un petit peu comment est notre sol en le cumulant avec une analyse de sol qui peut être faite à différents niveaux de profondeur de sol à ce moment-là, mais on fait le profil. Mais on peut tout aussi bien faire un profil de sol quand on est en mode de production de la vigne, où l'analyse de sol nous montre qu'il n'y a pas de problème et que malgré tout, on voit que la vigne n'est pas bien, qu'elle a des stress, qu'elle a des carences. Et là, le profil de sol est intéressant, non seulement pour voir le sol, mais très, très important pour se donner une idée de ce fameux chevelu racinaire. Vous pouvez avoir, quand vous creusez, une surprise avec un chevelu racinaire qui s'est développé que dans les 15 premiers centimètres du sol et qui ne va pas plus bas parce que on a parlé de nutrition, mais le travail du sol, on n'en a pas parlé, mais très important, les décompactages ou autres. Et le profil de sol pendant, je dirais, une vigne en production permet peut-être aussi de nous donner une notion de travail du sol et de voir un petit peu comment on adapte notre travail du sol. Donc, pas d'ordre d'importance entre les deux. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Régis, merci d'essayer de faire court. Pardon. On sent toute sa passion dans la manière de réagir, mais j'ai beaucoup de questions et je voudrais que les gens puissent rester avec nous jusqu'au bout pour entendre l'ensemble des questions. Voilà. Allez, on va poser une question à Céline. Les produits Onotoris Vigne sont-ils utilisables en agriculture biologique? Oui, oui, oui. Ils seront accompagnés d'un certificat pour leur utilisation en agriculture biologique. C'était un choix et une volonté que si on devait engager cette démarche, on s'engage aussi dans cette démarche d'agriculture biologique. Bien. Toujours pour toi, je vais rester avec toi. On me demande, alors c'est une question assez précise, est-ce que les produits Onotoris sont à apporter sur la canopée foliaire ou plutôt ciblés sur la zone fruitière? Canopée foliaire. C'est vraiment, c'est vraiment dans le mécanisme de fonctionnement de la feuille qu'il faut agir, et notamment sur la partie expression, parce qu'en fait, la partie osmoprotectrice régule des mécanismes d'ouverture et de fermeture en fait des stomates. D'accord. Et on me demande de préciser, si tu le sais, la quantité de bouillie. Donc, je suppose que c'est une concentration à l'hectare peut-être? Je sais, Régis, là, tu peux peut-être m'aider sur cette question-là. Alors, puisqu'on n'avait pas de réponse, la personne qui a posé la question, si elle est toujours dans la salle, je vous invite à la poser par mail, à la reposer par mail et à faire savoir vos coordonnées de manière à se poser une réponse très précise. Je pense que nos experts vont rechercher pour vous donner la réponse. Oui, parce que là, pour donner de mémoire une quantité précise, il n'y a pas d'incompatibilité, ça c'est sûr. Mais par contre, s'il y a une limitation, je ne l'ai pas dans la tête. Bon, très bien. Régis, rapidement, jusqu'à quelle profondeur faut-il aller dans le sol pour faire une analyse de sol? Maximum 20 à 30 cm. C'est là que… Voilà. D'accord. Et combien de temps il nous faut pour avoir les résultats d'une analyse, C'est très variable suivant le laboratoire, mais on va compter entre 3 semaines à peu près, entre 15 jours et 3 semaines pour avoir les résultats d'analyse de sol. Après, ça demande ce qu'on demande. Si on demande une analyse complète, pas complète, mais bon, c'est à peu près 3 semaines. Alors, on me demande s'il est mieux de fertiliser un amendement organique, un engrais organique ou un organominéral. Sois court. Il faut une réponse courte. Oui, non, en fait, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, ça dépend du travail que l'on veut effectuer. Vous comprenez très bien qu'un amendement organique, on va plutôt travailler sur le sol. Donc, souvent, les amendements organiques, on va les préconiser avant plantation pour, travailler sur l'automatière organique, mais ils peuvent être aussi préconisés
en vigne en production, hein, travailler sur maintenir le taux de matière organique dans le sol. Il faut comprendre qu'un amendement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On amende le sol. Un engrais organique, ben, on va avoir une partie amendement et une partie engrais pour la plante. Donc là, on va travailler sur les deux. Et en organominéral, par contre, on a une partie organique et une partie minérale. La partie minérale, en fait, c'est la partie nutrition. La partie organique est souvent très faible. Ce sont souvent des produits qui sont utilisés au printemps. Là, on travaille très peu avec la partie organique. Hein. On amène un petit peu une partie organique activité pour maintenir une activité dans le sol, mais il ne faut pas compter sur un organominéral pour travailler sur le taux de matière organique ou vraiment sur le sol. Hein, voilà. Moi, je préconiserais plutôt de travailler l'amendement plus engrais organique. On peut faire les deux, un amendement au printemps et un engrais organique plus tard, ou un amendement avant plantation. Voilà, amendement ou engrais suivant le type de fertilisation que l'on veut faire. Merci Régis. Céline, est-ce que… Alors, attends, j'essaye de reprendre celle-là, je l'ai posée. Est-ce que les produits Notoris Vigne permettent de régler les carences en minéraux? Alors, bah, justement, non. Et c'est vraiment toute la complémentarité, je dirais, entre Fraissinet et Sofralab. Les vrais problèmes de carence sont des problèmes profonds et qui ne se règlent pas juste par nos réflexions. Nos réflexions et les produits Enoteris vont aider, bien évidemment, mais en aucun cas régler des carences profondes qui, comme Régis vous l'a bien expliqué, commencent à se régler dès le sol et pas juste sur la feuille. Voilà. Bien expliqué en détail, oui, effectivement. Et alors, pourquoi choisir une pulvérisation foliaire? En fait, le choix de la pulvérisation foliaire, c'est un choix du réglage en fait des accidents annuels. Et effectivement, on rentre des raisins tous les ans. Et comme vous l'avez compris et comme Régis l'a redit, le travail au sol et régler des problématiques vignes par un travail au sol et un travail de longue haleine et qui prend du temps avant que la plante régule correctement et assimile tout ce qu'on va pouvoir lui apporter. La pulvée foliaire, c'est la réponse millésimaire, on va dire, aux accidents climatiques de l'année et au stress abiotique de l'année, en fait. Donc, c'est dans cette notion-là et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aussi, parce que quand on fait du vin, c'est une production annuelle et ce n'est pas une production pérenne. Bien, alors j'ai une réponse une question pour toi, Régis. Que pensez-vous de la modulation intraparcellaire des apports, que ce soit pour les apports d'engrais organiques au sol que biostimulants sur les parties aériennes? Pardon, je n'ai pas entendu le début de la question. Excuse-moi. Que pensez-vous de la modulation interparcellaire des apports, que ce soit pour les apports d'engrais organiques au sol que des biostimulants sur les parties aériennes? Alors, j'entends par modulation des apports, c'est-à-dire une notion de dose. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des doses différentes suivant le type de parcelle que l'on a ou le type de sol que l'on a dans la parcelle. J'entends par ça, par la modulation de dose. Je comprends ça. Oui, on peut à un moment donné travailler avec une fertilisation, que ce soit un amendement ou un engrais organique, et donc travailler sur une modulation de dose dans la parcelle si jamais à un moment donné on a une partie de parcelle que l'on sait un petit peu plus maigre ou un petit peu plus compliquée, donc augmenter la dose du fertilisant choisi sur cette partie-là par rapport à l'autre partie. Par rapport à la partie aérienne, la modulation de dose infraparcellaire, je ne vois pas la possibilité de le faire et l'intérêt. Par contre, moi, ce que je pense plutôt, c'est de travailler en partie aérienne plutôt sur du fractionnement, c'est-à-dire faire des traitements qui sont assez rapprochés de 8 à 10 jours quand on a choisi notre type de produit et de fractionner à des doses et d'accompagner comme ça la vigne pendant son stade végétatif. Voilà, c'est-à-dire ne pas faire un one-shot, un produit à, je ne dis pas 5-10 litres hectares, mais faire ce produit peut-être à 3-4 litres hectares pendant 2-3 traitements. Par exemple, quand on parlait du fer tout à l'heure, travailler très tôt avec le fer à 2 litres hectares et monter sensiblement la dose jusqu'à 3 litres hectares et travailler de 3-4 feuilles étalées jusqu'à veille à boutons floraux séparés et quitte même à refaire une intervention après la fleur, mais comme ça, fractionner et accompagner comme ça la plante tout au long de son cycle. Parce que j'ai encore avant-hier, j'étais dans des vignes où on s'apercevait qu'en accompagnant comme ça la vigne, on maintient un feuillage vert, enfin beaucoup moins jaune,
dû à la non-présence de fer. Et on accompagne comme ça la vigne et le sol de lui-même, à un moment donné, va prendre le relais, l'assimilation va prendre le relais, fin floraison. Et on le voit maintenant, on voit des vignes qui redeviennent vertes, plus jolies, plus poussantes. Et comme ça, on continue. Et donc, je crois plutôt au fractionnement des doses et à l'accompagnement. Voilà. Merci, Régis. Céline, s'il te plaît, on me dit pour Smart Collage, si ma colle n'est pas référencée dans l'application, comment je fais? Bah, en fait, la Smart App Collage, effectivement, est définie sur une liste de colles qui existent dans le portefeuille des 3 marques mises en marché par Sofralab, que sont Martin Vialat, Eno France et la station Enotechnique de Champagne. La seule chose que je peux vous conseiller de faire si vous êtes intéressé par ça, c'est, je ne vais pas vous dire de changer de fournisseur de colle, mais plutôt de vous rapprocher de votre fournisseur et en tous les cas, d'essayer de bien comprendre cette notion de classer, ranger vos jus, parce que c'est au travers de cette notion-là, en fait, qu'on peut progresser. Voilà. Et on me demande aussi si la Smart App Collage, pardon, fonctionne sur du vin. Alors, aujourd'hui, non, mais on y travaille et on travaille effectivement à la mise en place d'une partie collage vin. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Mais parce qu'en fait, les algorithmes qui sont derrière sont calés aussi sur des mesures de laboratoire et de chimie bien connues. Et en fait, la composante mou, qui est une composante aqueuse, utilise des méthodes de référence qui ne fonctionnent pas sur un milieu alcoolique comme on est sur vin. Donc, on est en phase de calage et d'épluchage de la base de données, d'essais collage sur vin qu'on a fait. Et on espère, d'ici la fin de l'année, voire début d'année prochaine, proposer aussi via le Polyscan une Smart App collage vin. Voilà. Donc, ce sera faisable dans l'avenir et un avenir futur. Un avenir proche, voilà, proche. un futur proche. On aura l'occasion d'en reparler, je suppose. Allez, on va essayer de passer une dernière question. On va la poser. Alors, j'ai encore d'autres questions. N'hésitez pas, encore une fois, à envoyer vos questions, mais il faut qu'on tienne notre timing, sinon ce sera beaucoup trop long. Donc, Régis, la dernière question sera pour toi. Et moi, je vais la prendre sur un cas d'actualité, puisqu'on a parlé beaucoup du gel de ces dernières parties. Donc, là, on me dit, c'est que je l'ai vu celui-ci, en cas de fort gel printanier, faut-il aider la vigne avec des interventions foliaires? Oui, parce que vous avez bien compris que la vigne, quand elle commence à débourrer, elle débourre sur ses mises en réserve. Elles sont ce qu'elles sont. Donc, la vigne de débourre jusqu'à bouton floraux séparé, elle va travailler sur ses mises en réserve à peu près. Et donc, vous comprenez très bien que le gel de cette année, notamment le fort gel qu'a connu la vigne cette année, on le voit, on a des démarrages qui ont été très compliqués sur certaines vignes. Et donc, il est, je dirais, très, très important d'accompagner la vigne de niveau foliaire, donc avec non seulement des éléments nutritifs, mais alors là, complets, que ce soit des éléments majeurs, mais aussi des oligo-éléments, et notamment le fer, mais aussi d'avoir justement ces produits comme les nôtres qui aussi ont une partie biostimulante qui vont travailler sur la protection des auxines et des éléments de croissance pour permettre à la vigne d'avoir des signaux qui vont lui dire mais non, vas-y, continue à travailler, je te protège, vas-y. Donc, tu fais tes mécanismes de protection, tu travailles et je te donne en même temps de la nourriture parce que dans le sol, tu as du mal à assimiler, les sols sont froids. Et donc, oui, très, très, très important d'accompagner la vigne jusqu'à au moins veille de floraison sur ces vignes qui ont subi un stress énorme qui a été ce fameux gel. Parce que vous comprenez très bien que dès qu'on arrive à la période, au stade de floraison, il y a aussi besoin énormément d'énergie pour la plante. Et si elle arrive là déjà à moitié calée, ça devient compliqué pour elle. Voilà. On est toujours à temps de traiter là. On est toujours à temps, Régis, maintenant là, de le faire. Là, maintenant, on a des stades qui sont maintenant quand même. Là, il ne faut vraiment pas intervenir pendant ces stades-là de floraison. Mais dès le stade de nouaison, on peut reprendre des interventions foliaires. Mais conseil de faire, et nous on en fait beaucoup, une analyse pétiolaire à BFS qui va pouvoir nous déterminer un petit peu la suite du programme à partir de nouaison. Voilà. Bien, on va mettre un terme à ce webinaire. Il reste encore quelques questions, mais je voulais qu'on tienne le timing. Bon, je tiens à vous remercier beaucoup.
à m'excuser auprès des participants dans la salle des petits bugs qu'on a pu rencontrer, mais ce sont les aléas du direct. Hein. On connaît tout ça. Les répétitions marchent bien. Et puis, quand on passe en live, ben, ça bug un petit peu. Malgré tout, on a réussi à passer nos 2 intervenants. Moi, je vous remercie pour votre passion qui est palpable à tous les deux. On sent que vous vous êtes complètement impliqués dans ce projet, qu'il vous tient personnellement à cœur. On en avait déjà parlé. Donc, merci à vos 2 sociétés, à Freycinet et à Sofralab, pour le jeu auquel ils se prêtent régulièrement quand on les sollicite. Donc, merci à vous 2. Un merci aussi à Vincent qui a encore jonglé, qui a réussi. Vincent, allume ta caméra pour que on puisse te saluer et te remercier encore une fois pour le travail que tu as fait et le travail voilà, d'adaptation au quotidien. Et puis, merci en finale à la salle. Merci à nos participants. Vous êtes restés encore très nombreux jusqu'à la fin. Merci pour votre patience et puis merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, si vous avez pris en cours le webinaire, que vous pourrez le revoir en streaming à partir de la fin du mois sur vignovin.com, comme la totalité des webinaires. Et pour ceux qui pourraient être intéressés par concevoir sa ligne d'embouteillage et les nouvelles méthodes de vente qui sont des webinaires très intéressants, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. À tous, je vous remercie. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, merci Au revoir. à tous. Au revoir.